j'ai envie de répondre d'autant plus volontiers à votre question que l'être et le code est toujours un petit peu l'œuvre sacrifiée dans les discussions sur Gluskar. En général, les commentaires de Gluskar tournent autour de références comme le capitalisme de la séduction, c'est sans doute son œuvre qui a eu le plus de succès. Et je rappelle tout de même, j'en profite pour faire une parenthèse au niveau des genres. Ne me branchez pas là-dessus parce que quand c'est les genres, ça m'intéresse tellement que j'oublie le sujet et je pars ailleurs. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais je parle des genres ici, des genres au sens où on est dans la comédie, dans la satire ou dans la tragédie. Hein. Qu'on ne prononce pas avec les délires biologiques de nos amis anglo-saxons sur les hommes et les femmes. Là. Donc, il y a trois Gluskar en termes de genre académique. Il y a Gluskar, le sociologue, hein, c'était ça, le truc officiel. Il y a le philosophe. Il y a l'étude des mœurs, qu'on appelle dans une tradition spécifique à la France les moralistes français, les La Bruyère, les Pascal, etc., qui sont ni vraiment des philosophes ni des écrivains, un petit peu entre les deux, ou au-delà, comme on voudra, de ces clivages. Il ne faut pas oublier que le rêve de Nietzsche, c'était d'écrire comme un moraliste français. Il n'y est jamais arrivé, et il a un style très souple, Nietzsche, par rapport à la moyenne des écrivains allemands, mais quelque part, je veux dire, il n'a jamais l'aisance de La Rochefoucauld, bref, ces gens-là. Donc, il y a le Gluskar historien, qui fait œuvre marxiste, au sens que je proposais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est déjà révolutionnaire de restituer une séquence historique occultée. Simplement. Moi qui ai une enfance coloniale, j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience des déterminations qui avaient permis mon enfance. Tu vois, quand on est né au Vietnam en 1945, puisque la misère corse fait que les Corses expatriés dans l'Empire colonial, comme les Basques sont partis élever des moutons au Chili, et les Irlandais faire un peu de mafia aux États-Unis au début. Influant la misère dans les trois cas, je veux dire. C'est important Spinoza disait que la liberté, c'est l'intellection de la nécessité. Et ça, c'est le cap que Lordon et la pensée qui se réclame de Deleuze, etc., veut toujours occulter. C'est que Spinoza défend la liberté humaine. Il attaque toutes les conceptions illusoires, bien sûr, de la liberté. Mais comme tous les penseurs de son époque, Leibniz aussi dit quelque part que si l'aiguille de la boussole avait conscience d'elle-même, elle aurait l'illusion de croire qu'elle désire se diriger vers le nord. Vous savez très bien, notion d'illusion. Et au point que je propose, hein, c'est pas un détour que je fais parce que c'est capital, attends, pour pas confondre l'illusion et l'erreur. D'abord le point commun. Parce qu'on ne demande jamais la différence entre un éléphant et une cerise, hein, mais on demande des différences entre les choses qui se ressemblent et qui pourraient nous piéger entre la manite phalloïde et la rue sud-verte. Il peut y avoir des confusions graves. Donc, entre erreur et illusion. Dans les deux cas, il faut commencer par rappeler toujours ce qu'il y a de commun quand on fait une différence pour que ce soit pertinent. Dans les deux cas, on est dans le faux. Mais tandis que, dans le cas de la simple erreur, le faux est simplement différent du vrai, par exemple 4 plus 5 égale 11. Bon, je suis dans le faux. Ça veut dire que V égale barré F. L'énoncé vrai est différent de l'énoncé faux. Dans le cas de l'illusion, le vrai n'est pas seulement différent du faux, il en est exactement l'inverse, ce qui est troublant. On avait une infinité de choix, 360 degrés. Pourquoi on a choisi exactement l'énoncé vrai mais à l'envers? Ainsi, nous sommes au centre du monde avant Galilée, Copernic. C'est pas seulement faux, c'est pas seulement une erreur, c'est que c'est l'inverse. Nous sommes à la périphérie. C'est pas nous le centre, nous on tourne. C'est terrible, c'est inassumable. Comment moi je croyais être au centre de Paris, on me dit que je suis un banlieusard de l'univers, ça va pas, c'est pas possible. J'ai payé cher pour être au centre. Allez, je fais les allusions exprès, hein, pour montrer que à la source de l'erreur, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la connaissance, il y a des enjeux. Des enjeux qui ne sont pas de l'ordre du connaître, des enjeux que Freud, Marx, toutes les philosophies du soupçon nous ont appris à commencer à entrevoir. Donc, sinon, on ne comprendrait pas que pendant des millénaires, parce que plus vous écarquillez les yeux, parce qu'il y a des naïfs, enfin, c'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'on leur raconte l'histoire des sciences, qui croient que la science est apparue parce que les hommes ont commencé à regarder, comme si un chasseur, il y a 3 millions d'années, un chasseur du néolithique, il avait une vue admirable, hein, c'est pas le problème, hein, je veux dire. Et moi, j'ai connu des Touaregs au Niger qui sentent l'odeur de l'eau d'un puits à 3 km dans le désert. C'est tellement vital pour eux qu'ils ont un odorat hyper développé
et n'ont pas atrophié chez nous pour des raisons que Freud a bien étudiées. Le rôle de l'odorat dans la sexualité des mammifères, pas sûr. Et qui est sublimé en parfum, en cosmétique. Donc, ne nous égarons pas. C'est important de voir la différence ici. Dans le cas de l'illusion, le vrai est passement différent du faux, il en est exactement l'inverse. Le paranoïaque est agressif, parce qu'il pense qu'il est agressé. C'est typique comme inversion. Et donc, c'est la deuxième différence, si c'est l'inverse, ça ne peut pas être dû au hasard. Donc il y a une nécessité de l'erreur dans le cas de l'illusion, il y a une nécessité du faux, pardon, qui n'est pas dans le cas de la simple erreur. Parce que 4 plus 7 égale 22, bon, je prends une tasse de café et je fais plus l'erreur, c'est bon, j'étais fatigué, je fais mes comptes un peu trop tard, c'est tout, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Mais c'est pourquoi il est beaucoup plus facile de corriger une erreur que de dissiper une illusion. Je dirais même d'extirper une illusion, parce que la principale raison d'illusion, je l'ai en moi. Ça m'intéresse d'être dans le faux, voilà, inconsciemment, voilà ce que je veux dire. Donc après ce petit détour quand même qui est vaguement épistémique, je prends cet exemple pour rappeler que quand il écrit L'être et le code, il fait sa thèse de doctorat avec Henri Lefebvre, qui a donc fondé cette branche d'études société française, beaucoup plus concrète que les marxismes abstraits un peu généralisants, quoi. Avec des monographies, par exemple, Henri Lefebvre avait fait paraître La vallée de Campan dans les Pyrénées, c'est un exemple de suivi d'une communauté dans un même lieu sur plusieurs générations. Maintenant, il y a plein d'études comme ça, à l'époque, c'était relativement nouveau. Et Gluskar donc, a commencé sa thèse en se mettant dans ce sillage-là. Lefebvre disait que sa voix de Stentor, j'ai couvé un œuf de Cannes avec toi. Et il avait de l'affection et en même temps beaucoup il était perplexe devant le discours de Gluskar. Donc, or, le sous-titre, c'est Procès de production d'un ensemble précapitaliste. Cet ensemble, c'est la France, hein, le royaume de France, quoi, des temps obscurs, comme on dit, c'est-à-dire des moments où l'Empire romain passe la main à la féodalité, donc tout début du Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française. Donc pratiquement toute la France de l'Ancien Régime, étudiée avec des catégories on ne peut plus marxistes par Gluskar, mais avec un sens du concret, et en particulier une approche du romanesque, qu'il faut absolument relire, mais c'est urgent quand on voit comment sont traités les problèmes dits sociétaux aujourd'hui. Je déteste ce mot. On a inventé sociétal pour ne plus parler du social. Hein. Et alors on me dit, il faut les deux. Bah, oui, mais s'il faut les deux, comment ça se fait que quand on parle du premier, on ne parle plus jamais du second? C'est bizarre. Moi je serais le premier à trouver que ça va ensemble, c'est pas contradictoire. Mais c'est bizarre qu'on se sert toujours du sociétal pour exécuter le social. D'accord? Bon, allez, vous gagnez un demi RMI, mais ce qui importe, c'est pas la quantité, c'est la qualité de vie, n'est-ce pas? Hein, c'est bien connu, ça. Et ça, la qualité de vie, on a commencé à en parler dans le club de Rome, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans le complot de la loge P2, hein, comme par hasard, drôle de mec. Et au Massachusetts Institute of Technology, c'est là que ça a commencé, ce discours-là, comme par hasard, au moment où le capital comprend qu'il faut qu'il reprenne la main. Votre génération n'imagine pas ce que c'était que les avancées soviétiques. Je veux dire que c'est une époque où l'Occident est sur la défensive partout. D'accord? Pendant qu'avant la guerre, ici, on disait plutôt Hitler que le Front populaire. Grâce à Hitler, on n'aura ni les communistes, ni les syndicats, etc. Pendant ce temps-là, il se ramassait 2 millions de morts de l'autre côté, mais une fois arrivés, une fois ayant gagné, les soviétiques ne cessaient plus en compter. Et donc toutes les guerres de libération, la guerre d'Indochine, le Vietnam, machin, il y avait les soviétiques qui soutenaient. Ils ont abattu 3200 avions, les Vietnamiens. C'est pas ça avec des lance-pierres. Hein. Et des missiles. SAM-6. Donc, c'est important, c'est une des causes de la chute de l'Union soviétique, elle n'en pouvait plus. Par rapport à son économie, c'était gigantesque, l'effort international que ça. Et Cuba, hein, c'est une des plus graves crises qu'il y a eu pendant l'après-guerre. Je veux dire, l'Union soviétique rachetait toute la production de sucre de Cuba, alors qu'elle-même était le premier producteur de sucre au monde. Enfin, betterave, il n'y a que ça, betterave, dans les terres pauvres, terres argileuses. Donc, il faut bien se rappeler, voilà, ça, je donne une image, un beau matin en 1945, nous, occidentaux, les maîtres du monde, on se réveille avec les moujiks. Les moujiks, c'est ce que c'est les moujiks bolcheviques, avec le couteau entre les dents en plus, hein, qui sont sur l'Elbe, là, à la frontière allemande, c'est pas possible, c'était loin la Russie avant. Trouille. Il fallait pas aller les chercher. Bon, alors,
Donc, dans cette perspective de guerre froide, il fallait bannir tout ce qui était allusion aux luttes de classe. Enfin, ça vous connaissez mieux votre génération, parce qu'elle a grandi avec cette énorme impasse, quoi. Et parce que je suis le premier à dire que ça devrait aller ensemble. Mais il est clair que les rapports des parents à des enfants, des hommes et des femmes, sont pas sont légèrement déterminés par le contexte historique. Je veux dire, la princesse de Clèves à l'époque de Néandertal, c'est pas possible. Hein, je veux dire, c'est vrai, quoi. Ou la carte du tendre, qui fait dire à Roxane dans Cyrano, délabyrinthez vos sentiments, mon ami. C'est pas comme ça que ça se réglait différent dans un couple. À l'époque, il y avait la massue et la peau de reine, ben oui. Donc la psyché, pour parler en termes gluscardiens, je vais y arriver parce que là on en rentre au cœur du problème. Et c'est là qu'on voit la profonde parenté qu'unit Gluskar à Rousseau, on y revient. Il est la même position par rapport au reste de l'intelligentsia. Si je devais résumer l'effort de Gluskar en une seule formule, ce serait la réconciliation de la praxis, terme marxiste, et de la psyché. Si vous lisez son œuvre, c'est une catégorie fondamentale chez lui, la psyché. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est pas la psyché du psychologue ou du psychanalyste, il a assez ferraillé contre ces mouvements-là. Mais c'est ce qui est de l'ordre du sentiment, si vous voulez parler simplement. Je me rappelle qu'un prof de philo de Toulouse, qui a un an de la retraite, une dame, avait essayé de contacter Gluskar en disant écoutez, je me permets de vous écrire parce que depuis que j'explique votre œuvre à mes beurrettes, elle avait pas mal de maghrébines dans sa classe, elle disait elles ont retrouvé le droit d'être sentimentales. Extraordinaire. Parce que jusqu'ici, il y avait des Philippe Soler, ce beau esprit, le machin, qui faisait des conneries, tout ça, faut baiser, d'accord, le mec qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir une aventure sentimentale en Irlande avec une journaliste. Passons. Voilà, quoi. Donc Rousseau avait bien compris ça, sa relation vis-à-vis des salons, c'est ça. Il dénonce pas, il fait pas une dénonciation morale, il dit pas vous vivez dans la débauche, vous vivez dans le mensonge, c'est pas pareil. Hein, moi je ne demanderais pas mieux de faire comme vous, mais je le pose comme tel. Mes mensonges ne vont pas servir à me donner des illusions à moi. Hein, c'est intéressant parce que quand on lit la nouvelle Héloïse, qui est le plus gros tirage du XVIIIe siècle, le plus grand succès avec le Candide de Voltaire, il faut comprendre, ce siècle était desséché, la raison, le machin, ça c'est bien joli, c'est des catégories importantes. Hein. Mais enfin, je veux dire, pour le sentiment, pour le fun, comme on dirait aujourd'hui, c'est pas très sexy, quoi, t'as raison, etc. Donc, après ce siècle-là, la nouvelle Héloïse, tout d'un coup, ça fait une bouffée, il faut comprendre le succès, quoi. De voir cette espèce de spontanéité, ce couple de jeunes gens perdus en Suisse, c'était tellement à l'opposé des récits libertins, d'accord. Et quelque part, Gluskar disait tout le temps que Rousseau va beaucoup plus loin dans le plaisir que tous les libertins. Ça aussi, c'est important à comprendre. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'il appelle la psyché. Et il analyse toute une tradition romanesque qui, il ne pense pas à Stendhal et à Balzac, c'est déjà tardif par rapport à son découpage chronologique, mais il pense surtout à ce qui est antérieur donc à la Révolution en termes de romans. Il ne faut pas oublier que les gens, la génération de Rousseau, des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils ont lu quand ils ont 15 ans? Ils ont dévoré ce qu'on appelait à l'époque les romans. C'est des auteurs que personne ne lit plus, c'est des romans où il y a Scaramouche, etc., qui meurt 3 fois, qui ressuscite, plonge dans une rivière avec des masques. Bon, c'est du romanesque. Mais avec toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'aventure, beaucoup de déguisements, les romans. Et si on a retenu un peu Crébillon fils ou des choses comme ça, ou des voitures et Furetière. Mais il faut vraiment être spécialiste. Et or, ce qu'il veut montrer, c'est le lien entre la praxis et la psyché. Par exemple, si pour que le chevalier atteigne à sa belle, il faut faire un détour par Jérusalem, c'est au retour des croisades que tu mériteras ma main. C'est un exemple un peu simpliste que je prends. Hein, je veux dire, mais il y a un lien profond entre la praxis et la psyché. Et là, on voit bien le courant hegeliado-marxiste, parce que les deux grands sacrifiés du Raoult de mai 68, je respecte Juin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas ce mais-là, pas la contre-révolution de Cohn-Bendit, de Deleuze, Foucault, Derrida. Oui, c'est là que j'y arrive. J'ai dit tout à l'heure, le Capital reprend les choses en main. Vous ne pouvez pas imaginer les reculades qu'il avait subies suite à la victoire de l'Union soviétique sur le nazisme, tout simplement. À savoir, les guerres, on perd l'Indochine, on perd l'Algérie, parce que vous ne savez pas, mais dans les journaux de l'époque, on disait qu'il y a des communistes derrière tout ça, ce qui n'était pas tout à fait faux. Hein, il y avait un repli, un arrière.
Et premièrement, et deuxièmement, premier truc concret de l'espace est soviétique. Merci. Soviétique. D'accord. Et les Américains, ils sont pas partis en fusée, elles se plantent, les vanguards, tout ça, les premiers c'était les ratés, etc. Il a fallu du temps avant qu'ils retrouvent le niveau des Popov. Donc ce n'est pas du tout l'image que nous avons maintenant. Maintenant, elles sont un pays un peu sous-développé presque, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était l'avant-garde de la technologie, quand même. Le bip-bip du premier Sputnik dans l'espace, c'est les premiers à avoir atteint, au paradoxe, curieux caprice du langage, ce qu'on appelle en astrophysique la vitesse de libération. Il faut sortir de l'attraction terrestre, avec 11 km/s, je crois, un truc comme ça. Donc, dans un tel contexte, oser, comme Gluskar le fait, aller jusqu'au cœur de l'intimité, ce qui semble être le plus éloigné du marxisme, de l'économie et tout, le sentiment, dans ce cas de plus délicat, de plus profond, de plus trouble, de plus ambivalent, c'est ça qui fait l'originalité de son œuvre, et que quelque part, il est en train de trouver son public. Voilà, donc ça part du circuit du grain au IXe siècle à peu près, hein, du village, et ça se termine à la manufacture, quoi. Hein. Mais il montre que ces différents modes de production ont produit l'amour courtois à une époque. Je prends une séquence très simple. Lorsque le royaume est en guerre, il n'y a pas Louis XIV, il n'y a pas la monarchie absolue qui est venue, c'est pas Louis XIV, hein, c'est donc Mazarin, Richelieu, enfin, il n'y a pas encore la monarchie qui tient tout ça en main, il n'y a pas encore l'État-nation, il y a encore chaque fief, les mecs qui font la guerre, y compris le surintendant à la marine qui régnait sur une province qui ne touchait même pas la mer. Et à ce moment-là, avant même l'amour courtois, mettons dans le haut Moyen-Âge, il y a la chanson de Roland, par exemple, en littérature. On n'y parle pas d'amour, presque pas. Il y a la belle ode qui est censée l'attendre quand il reviendra, mais enfin, on parle surtout de coups qu'on zone sur la gueule d'un bout à l'autre, quoi. Je veux dire, hein, je caricature pas trop, c'est admirablement écrit, c'est pas la question. Mais voilà, quoi, pour la psyché, il faut repasser. C'est plutôt l'épos, comme on dit, la poésie épique. Hein. Et puis, quand on passe à Lancelot du Lac, Tristan, Perceval de Gallois, ça change complètement. C'est le contraire, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est les principales séquences, c'est soit la sentimentalité amoureuse, l'amour humain, soit au-delà, comme Perceval, qui va dépasser tous les autres, l'amour mystique, le Graal. Hein, bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Le royaume a été pacifié. Comme entre Corneille et Racine. Pareil. Corneille, c'est le héros guerrier, quoi. Le Cid, hein, c'est le sentiment, c'est pour Racine, l'histoire du jupon, là. C'est l'honneur qui compte. Je vais manger mon père, ma patrie, etc. C'est des mecs sérieux, les héros. Alors que les héros raciniens, d'accord, d'abord, ils tombent tous amoureux d'une femme qui est en leur possession, ils sont possédés par leur possession. Andromaque est captif de Pyrrhus, Aricie, là, Thésée l'a condamnée à être emmurée chez elle parce que c'est un clan ennemi, donc pas question qu'un homme l'approche et lui passe une descendance. À chaque fois, et comme par hasard, Hippolyte tombe amoureux de la seule que son père interdit d'aimer dans toute la cité, et ainsi de suite. Bref, je ne fais pas de valeur, hein, j'adore les deux. Hein. Mais c'est pas du tout le même topo. C'est en gros le guerrier qui défend encore l'honneur. C'est un Corse qui vous parle, je sais que c'est l'honneur, hein, qui défend l'honneur de son clan, son père, et de l'État quand il va se battre contre les Moors, donc micro-social et macro-social. Et chez Racine, c'est l'inverse, c'est un mec qui va foutre en l'air tous ses intérêts de roi, de souverain, pour une histoire du jupon. Il n'y a pas de jupon à ce moment-là, mais, chez les Grecs, mais tout de même, il y a beaucoup chez Racine. Quand il propose même à Andromaque de se retourner complètement, j'ai trahi les Grecs, je pars avec vous, j'élève votre fils, n'importe quoi, mais Paris c'est le péril où je cours pour vous plaire, me refuserez-vous un regard moins sévère. C'est pas sérieux tout d'un coup après. Bon, mais qu'est-ce qu'il dit, Gluskar ? Il dit que Louis XIV ayant tout réglé, l'État c'est moi. On ne guerroie plus. J'étends le château, vous écoutez du Molière, du Racine, du Lully, mais vous êtes sous mes yeux, vous ne faites pas la guerre dans mon dos. Mais quand on ne fait pas la guerre, qu'est-ce qu'il reste à faire ? On intériorise le problème, c'est l'amour. Qu'est-ce que vous faites à la cour ? Vous n'allez pas faire la guerre à la cour. C'est l'amour, ou Pascal, qui va succéder à Descartes, c'est le religieux, le mystique, ce qui est intérieur, et non plus, comme chez Descartes, rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Il a suffi d'une génération, paf, de changement politique et économique, et on passe d'un monde intérieur à l'autre. C'est ça, l'être et le code. C'est la narration de toutes ces séquences. Si c'est pas passionnant. Mais c'est une question qui ne peut se résoudre, encore une fois, que par la restitution de la séquence historique qui lui correspond.
D'abord, je parlais synthétiquement, c'est un peu dogmatiquement, hein, c'est après que je vais étayer, mais pour que ce soit clair, pour ne pas noyer le poisson. C'est important au départ pour des choses dont l'enjeu est si important. Euh, Luscar, en gros, distingue deux capitalismes historiquement, hein, comme moment. Il n'y a pas des parties d'un tout, il y a des moments d'un processus, qui n'est pas du tout pareil, on n'est pas dans l'espace, on est dans le temps. C'est plus fluide. Donc, et deux moments, c'est le capitalisme de papa, disons en gros, hein, jusqu'au plan Marshall non inclus, grosso modo, jusqu'à la crise de manœuvre, quoi, les années 30 non inclus. À savoir, tout ce que vous en savez, hein, mais avec les superstructures induites de valeurs qui sont celles de l'effort, de l'épargne, euh, de, de regarder à long terme. Enfin, ça va ensemble, l'épargne, c'est regarder à long terme déjà, et de la précarité et de la pénurie. C'est des contextes de pénurie. Vous avez tous des tantes ou des grands-mères qui gardaient les bouchons, vous savez, les élastiques, des trucs comme ça. Et puis, ça c'est valable tant qu'on n'a pas conquis le marché national. C'est pour ça que je dis que c'est dogmatique, je restitue la logique de la chose, hein. Tant qu'on a, une fois qu'on a conquis le marché national, la chose s'inverse quand il faut exporter et donc surproduire pour exporter, ce qui est la rage d'aujourd'hui, en gros, et depuis en tout cas, surtout à partir des années 60. Ce discours devient un frein à la consommation. Donc le capital n'a plus intérêt à être le capitalisme de papa. Parce que sinon les gens n'achètent plus rien, hein. Si on commence à boire un petit verre d'eau sucrée et à épargner, etc., c'est pas, on va pas courir après le dernier iPhone. Et bon, bon. Donc, c'est le plan Marshall qui va être le grand tournant pour lui, l'articulation. Le capital achète les âmes, pas seulement les corps. On a parlé du rapt des âmes, pas pour le plan Marshall. Et il dit c'est un cadeau qu'on nous a fait, mais tous les psychanalystes savent, dit-il, après avoir beaucoup critiqué la psychanalyse, mais fait exprès, qu'un cadeau c'est jamais innocent. Un cadeau demande une contrepartie, c'est connu, don contre don, en anthropologie, etc. Cadeau empoisonné, comme dit la langue, dragé au poivre. Les enfants le savent, que tout cadeau comporte une contrepartie. Donc, si vous êtes sage, vous aurez des jouets à Noël. Et si vous travaillez bien à l'école. Donc, quelle est la contrepartie? C'est l'éclatement de tout ça. Ça va voler en éclats. C'est Giscard le tournant. Et Giscard est connu pour avoir, dans sa propagande, pour être, comme on dit, sa campagne, pardon, pour être président, on le voit marquer un but de jouer de l'accordéon. C'est pas populaire ça, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui venait à tasse de thé, petit doigt, joue de l'accordéon devant les caméras pendant quelques secondes, hein. Voilà. Et donc, ce côté, à l'inverse du commandeur, là, de Gaulle, là, la statue du commandeur, c'est ringard, c'est fini, ça, faut l'envoyer à la poubelle, celui-là, il a fait son temps. Et je rappelle tout de même que les deux forces qui commencent, ça c'est pas une opinion, ça se mesure, les deux forces politiques qui commencent à décliner sur l'échiquier français à partir de 68, c'est à droite le gaullisme, à gauche le communisme, c'est-à-dire les deux seules forces qui gênaient les Américains en Europe. C'est quand même troublant comme coïncidence. Il fallait bien une révolte, comme on dit, une révolte c'est une jeunesse généreuse, n'est-ce pas, pour nous débarrasser de tout ce qui empêchait la revanche, et là j'y arrive, de l'atlantisme sur les reculs faits par rapport à l'Union soviétique. Le tournant se fait dans les années 60. C'est capital, vous regardez les chiffres économiques, c'est pareil, c'est à ce moment-là que l'économie financière commence à prendre le dessus. Tous ceux qui ignorent complètement ce que je dis, qui s'occupent ni de Muscard ni de Marx, retrouvent le même découpage chronologique. Quand ils parlent de la naissance de l'économie financière, c'est quand même curieux comme coïncidence. C'est en gros les années 70, quoi, hein. Début 68, ce n'est jamais que presque le début des années 70. Donc il y a un vrai retournement d'époque, avec non pas un changement, mais une inversion des valeurs traditionnelles. Je ne les regrette pas non plus, hein, je veux dire, je ne suis pas en train de défendre le bourgeois de 1880 par rapport. J'essaie de faire comprendre qu'un train peut en cacher un autre, quoi. Voilà, hein, c'est pas dans le discours de 68 heures qu'il faut chercher la vérité 68. Hein, comme dit Marx dans la fameuse préface de 59, pas plus qu'on ne juge un individu et l'idée qui se fait de lui-même, on juge une époque sur sa conscience de soi. Sinon, ce serait facile, les procès. Accusez, levez-vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis innocent, monsieur le juge. Ben, alors, acquittez. Ben oui, hein. Si on me juge sur ma conscience de moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, j'ai rien fait. C'est toujours toi, dans les couples qui. Ben oui, on n'a jamais rien fait. Et ben, quand ça déboule, on a toujours l'impression que c'est l'autre. Mais non, non. Connais-toi toi-même, comme disait le patron de Socrate, c'est-à-dire l'oracle de Delphes. Donc, c'est important à noter comme découpage chronologique. 68, c'est pas très longtemps après le plan Marshall. Je m'explique, le plan Marshall, c'est les années 50. Mais
la diffusion de masse du plan Marshall jusqu'à remuer en profondeur la société française, ça va jusqu'aux années 70, eh bien oui. Dans les campagnes, on a été encore loin, hein, du plan Marshall pendant longtemps. Je veux dire, ça a mis du temps à gagner les profondeurs. Et la France rurale était beaucoup plus importante en effectif qu'aujourd'hui. Hein, je veux dire, c'est à ne pas oublier, la France avait été exceptionnelle pour sa proportion de travailleurs encore dans le secteur primaire, comme on dit en économie. Hein, je veux dire, l'exceptionnelle diversité et richesse de son patrimoine agraire, quoi, agricole. Pardon. Donc, premièrement, il y a cette première période, donc, cette morale de l'épargne, je ne parle plus parce que c'est une autre génération que vous connaissez bien par œuvre interposée, hein, dans les romans. Voilà, et tandis que là, ça va s'inverser. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est la surproduction, ne plus recommencer comme avant 29, c'est-à-dire, comme avait dit un économiste de l'époque, cette formule saisissante, le spectacle absurde des foules crevant de faim devant des greniers trop pleins. C'est ça la crise de 29. Voilà. On jetait du lait dans les caniveaux à New York, là, pour pas faire baisser le prix, jeter du café dans les locomotives à la place du charbon, voilà, c'est les coups classiques de crise de surproduction. Et là, on ne peut pas ne pas intervenir dans la sémantique. Ou alors on n'est pas marxiste sérieux. Marx était un redoutable lecteur, il ne faut pas oublier, c'est comme ça qu'il a commencé, journaliste, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire surproduction? Ça veut dire que je produis trop, mot à mot, je prends un, j'essaie pas de finasser, littéralement. À partir de quand je décide qu'on produit trop? T'as trop d'abonnements? T'as les meilleurs, t'as les plus chers, toi? Je te demande, je veux dire. Non, t'as les fringues dont tu rêves, tu vas à un voyage dans les pays que tu veux, je suis pas sûr. Moi, personnellement, qui est dans ma vie était un prof, bon, c'est pas des très grands salaires, mais qui était cadre supérieur après, quand j'ai vendu mon âme à acheter licence scolaire, et puis chef de projet de la Commission européenne, j'ai bien gagné ma vie à une époque, avant heureusement de me suicider socialement à mon insu. Eh bien, je n'ai jamais acheté une voiture cash. Je constate, ça a toujours été à crédit. Quand même, donc il ne faut pas flamber, les gens vous disent j'ai gagné du temps, mais il faut bien regarder les feuilles de paie et le nombre de zéros qu'il y a. Je veux dire, quelque part, je veux dire, à partir de quand vous décidez à ma place que moi je consomme trop? Déjà, il y a un problème bizarre. Je sais bien que j'attaque l'anticonsumérisme contemporain, mais c'est un peu comme la notion de décroissance. C'est des concepts pipeaux, pas la décroissance plus que la croissance. La croissance, c'est aussi pipeau que la décroissance. Je veux dire par là que c'est des concepts flous, parce qu'on ne parle jamais du contenu. Il est clair qu'il y a des choses qu'on produit 10 fois trop, à mon avis. Il y a des choses qu'on produit 10 fois pas assez. Hein, donc c'est pas comme ça que se posent les termes. Donc encore une fois, le fait tout d'un coup, juste à la veille des années 70, le fait que ce discours, ce que je vais appeler maintenant 68 art, pour le distinguer de la grande avancée que fut le juin des travailleurs et les accords de Grenelle en juin 68, que je salue. Hein, non seulement je ne mélange pas, mais il y avait la lutte entre les deux en plus. Hein. Eh bien, je veux dire, j'ai trouvé des textes de Mussolini de jeunesse, parce que Mussolini vient du PS à l'origine du Parti socialiste italien, hein, il vient comme disait un historien, les pires de la droite se retrouvent dans les poubelles de gauche. Enfin, mais Mussolini dit à un moment donné, la révolution, ce n'est pas la satisfaction de revendications bassement matérielles, revendication, c'est la bombe à la main et la fleur à la bouche. Et c'est un programme Cohn-Bendit. Et c'est pourquoi, tu m'interroges sur 68, je te répondrai une des plus belles formules de Gluskar, qui malheureusement prend une actualité depuis sa mort, s'il avait su, sous les pavés Le Pen. C'est pas belle cette formule, sous les pavés Le Pen. La genèse de la montée des extrêmes droites en Europe, tu la vois, il faut la prendre à ce moment-là, la séquence. C'est-à-dire quand tout s'inverse. Quand l'ennemi, c'est celui qui gêne les ricains, à droite les gaullistes, c'est-à-dire l'État-nation, mais avec quand même la SNCF, Airbus, Ariane, je veux dire, hein, ce sont des projets qui ont demandé des coopérations entre États européens, mais d'État souverain à État souverain. Ce n'est pas les directives de Bruxelles qui ont décidé, au contraire même. Hein. Et premièrement, donc à droite, moi j'ai voté contre De Gaulle toute ma vie, donc je peux en dire du bien, je suis bien placé. D'ailleurs, le PC à l'époque disait, je cite la phrase exacte, langage diplomatique, nous reconnaissons les aspects positifs de la politique étrangère du général. Bah oui, le discours de Phnom Penh, où il dit aux Américains qui sont allés du Vietnam, ils n'ont rien à y faire. Il n'y avait aucun chef d'État occidental qui parlait comme ça. C'est un traître au Saint-Occident, à Sainte-Europe, pour reprendre le titre d'une pièce d'Arthur Adamoff, qu'il faudra en mettre au programme des théâtres. Sainte-Europe, ça s'appelait déjà, dans les années 60. Et
voilà, donc ce retournement, Glucksberg est le seul à le voir à ce moment-là. Parce que qu'est-ce qu'on dit à l'époque chez les gauchistes? Je ne prends pas des mots au hasard, hein, c'est encore moins des étendards, encore moins des insultes. C'est très précisément la réunion au sens mathématique de la tradition anarchiste, la tradition trotskiste et la tradition maoïste. Voilà. La tradition n'était pas une tradition maoïste, c'est nouveau. Mais ces trois-là, en gros, pour pas qu'il y ait double emploi, je crois que je laisse rien au hasard. Anarchiste qui est la plus ancienne, qui se partage entre un anarchisme qui est compagnon, en gros, des combats de la classe ouvrière, hein, que je salue, à la Commune de Paris, il y en avait pas mal, etc. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, je salue. Et puis anarchisme, au contraire, comme les libertariens américains qui attendent le mec du fisc avec un fusil à la porte de son ranch, hein, en disant moi je ne joue à rien à personne, bref, qui exploite tout le travail de plusieurs dizaines de siècles de la collectivité, mais qui n'a rien à rendre. Voilà, ouais. Bref. Qui a très bien compris, voilà, exactement. Et c'est intéressant parce que je ne sais plus quel anarchiste là, a fait un petit bouquin contre Onfray. Je l'appelle le philosophe des plages parce qu'à France Culture, ils ont foutu à chaque mois de juillet ces conférences. Ignare en plus, mais Ignare, le pauvre vieux, c'est terrible. Une fois, il y a un mec qui dit pourquoi vous ne parlez jamais de Hegel? J'ai sursauté, je lui en parle de Hegel à son émission, c'est nouveau, c'était un auditeur. Et Onfray qui répond parce qu'on ne sommes pas du tout d'accord avec ce genre de pensée ici. Point. Tu vois, l'argumentaire, la richesse de l'argumentaire, hein, je veux dire, ça n'a pas sa place ici. Bon, très bien, bon, comme ça, ils seront tous sur Hegel. Donc le gars qui a fait le bouquin sur Onfray distingue bien cette tradition anarchiste. Et il y en a un autre anarchiste hédoniste, que je respecte aussi, pourquoi pas Oscar Wilde, pourquoi vous allez vous intéresser aux pauvres, à la richesse, la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, profitez de votre beauté, de votre jeunesse, etc. Et n'allez pas vous égarer à des causes perdues. Bon. Il y a une tradition hédoniste de droite, de l'anarchiste de droite, tout simplement, que je salue, je ne diabolise personne. Voilà, donc en 68, c'est pas l'anarchisme il fallait absolument, pour que ça passe, l'éviction, je répète l'essentiel, de la droite gaulliste et de la gauche communiste, il fallait que ça passe par un discours qui se pose plus à gauche que le PC. Le coup de génie, c'était ça. PC, l'Hambourgerie, il ne veut plus qu'avoir des bagnoles, des apparts. Vous connaissez ces discours, il est plus familier à votre génération qu'à la mienne, à la limite. Toujours plus, comme dirait l'autre de droite, là, de Closet, là, toujours plus. Voilà. Nous en voulons toujours plus. Oui, moi, oui. Et tandis que ceux qui se disaient à gauche du PC, on a su depuis, parce que maintenant, Glucksberg, il se battait pour le faire comprendre, mais maintenant, on n'a plus besoin de se battre parce qu'on a l'exemple sous les yeux. C'est l'ancien trotskiste Jospin qui finit par dire mon programme n'est même pas socialiste. C'est le maoïste, comment il s'appelle le numéro 2 du MEDEF là, Kessler, qui dit en pleine bataille sur le référendum sur l'Europe, il faut en finir avec les lois du CNR. Faire la retraite par répartition, la sécurité sociale, les acquis de la résistance. Là, le masque tombe. Alors, mais bien sûr, et Cohn-Bendit, qui, en pleine campagne du référendum, dit il faut en finir avec le gaulo-communisme, il l'avait dit très précisément. Là, il tombe le masque. Moi, c'est guérir un peu Cohn-Bendit, il n'est plus sur ses gardes, il était plus finot en politique politicienne. N'oublie pas, Dany, qu'il faut que tu passes pour un rouge. Et donc là, il tombe le masque, et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Antigaulliste, je ne me révolte pas. Moi-même, j'étais antigaulliste. Anticommuniste, je respecte d'excellentes raisons d'être anticommuniste. Discuter avec des mystiques, ce que tu veux, pourquoi pas, c'est pas la question. Mais quand on est contre les deux, ça me rappelle quelque chose. Des affiches, là, Vichy, Wanted. Il y en a deux dessus. Il y a le PC et les gaullistes. Ben oui, c'est curieux comme coïncidence. Au moment où les Américains recrutent tous les anciens responsables des services secrets nazis, dont le fameux Van Gelen dit le général Gris, qui va diriger le contre-espionnage allemand de l'Ouest jusqu'à sa mort. Ben, c'est un mec qui a débouffé du coco pendant tout le nazisme, ils avaient trouvé le bon mec. Hein. Pendant la guerre froide. Voilà, moi le scandale c'est ça, je ne suis pas en train de, encore une fois j'aurais été le premier fusillé sous Staline, je ne suis pas en train de défendre quelque régime que ce soit, hein, mais par contre, pour moi la forfaiture qui est à l'origine de ma prise de conscience philosophique, comme, pardon pour le parallèle, un peu près présomptueux, mais j'y suis pour rien, comme la mort de Socrate, pour Platon a été le scandale qui a fait que ce petit-fils d'aristocrate qui était Platon, là, tout d'un coup, s'est mis sur une autre voie, que l'homme le plus juste de la cité est condamné par la cité, c'est pas possible. Bon. Eh bien, pour moi, c'est la forfaiture initiale de ma génération, je suis né en 1945, c'est qu'on aurait pu penser que devant les atrocités de ce conflit sans précédent, le slogan de l'humanité aurait dû être plus jamais ça, des responsables politiques de l'humanité, et surtout de l'Europe, qui était quand même aux premières loges, c'était plus jamais ça.
Or, c'est pas du tout ça qu'on a vu. Oui, on a dit plus jamais ça, mais c'est la guerre froide qui commence. C'est la lutte contre la peste rouge et non pas contre la peste brune qu'il fallait extirper. Et donc, il ne faut pas trop s'étonner si en liquidant la tradition marxiste, ben, il n'y a plus que des Le Pen ici, au Danemark, qui sont en tête aux élections européennes, les xénophobes, nazis. Il ne faut pas trop s'étonner. La seule chose qui leur a foutu la trouille au fascisme, c'est l'armée rouge. Il faut le savoir. C'est le seul truc qui les a impressionnés dans l'histoire. Il faudra faire une armée rouge démocratique et anti-stalinienne. Voilà ma conclusion. Ben, d'autant plus simplement, je ne dis pas facilement, parce que c'est un gros travail qu'il a fait, mais d'autant plus simplement que j'y étais pratiquement à Lacan quand les deux questions s'enchaînent, si je puis dire, dans la mesure où j'ai insisté là-dessus, pour que l'opération 68 marche, mai 68, il fallait absolument, l'opération Kippour-Gluskar, je vous le rappelle, est une contre-révolution libérale. N'oubliez jamais, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est clair chez lui. Après une succession d'avancées révolutionnaires, dont la libération était un des principaux, parce que la création de la retraite par répartition, et tout ça, comme les congés payés en 36, c'est ça les vraies révolutions silencieuses. Je veux dire, c'est pas seulement des prises de barricades, c'est des effets qui transforment en profondeur une société, je veux dire. On atteint leurs limites au début des années 60, et là, le capital commence à reprendre la main. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Union soviétique va commencer à s'essouffler, soit dit en passant. Et donc, avec la guerre des étoiles de Reagan, là, elle s'écroule carrément, parce que ne peut plus suivre. Quel rapport avec c'est que c'est à ce moment-là que Gluskar, je crois que c'est en 72, la première édition, fait paraître Néofascisme et idéologie du désir. C'était le titre exact, qui vient d'être réédité d'ailleurs aux éditions Delgar. Et dans lequel il montre que ceux qui se disent à gauche du PC à ce moment-là sont en fait à droite de De Gaulle. Que c'est Vichy qui est en train de prendre sa revanche là, aidé par, j'aime pas dire les Américains, ne croyez pas que je bouffe de l'américain, c'est une vieille thématique de droite, l'anti-américanisme, contrairement à ce qu'on pense. Hein, c'est un peu des gens un peu vulgaires, voyous, etc. Je bouffe de l'atlantisme. Bon, il est vrai que les États-Unis sont le navire amiral de l'escadre atlantique, mais enfin on peut être atlantiste et tchadien ou taïwanais, je veux dire, c'est pas, je suis tellement pas ethniciste que je me mets en garde, je ne suis pas en train de bouffer l'américain. Par contre, je veux dire, ce qui est sûr, c'est que les forces de l'OTAN, et principalement les États-Unis, qui ont l'essentiel des moyens financiers, militaires, etc., ont tout fait en ce sens, ont tout fait. Et il paraît même qu'il y avait des conseillers de Kennedy, je dis paraît parce que je suis très prudent, là j'ai pas la confirmation, qui voulaient flinguer De Gaulle. Physiquement, je veux dire, un accident, etc. Il faut voir que l'ambassadeur des États-Unis à Paris à ce moment-là, ça c'est officiel, disait du bien des gens de l'OAS dans ses rapports à Washington. L'OAS, l'organisation de l'armée secrète, vous voyez ce que c'est, l'OAS qui voulait garder l'Algérie au pied noir, ou la France, comme il disait. Et jamais De Gaulle n'est passé si près de la mort, lui qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et tout, que au Petit Clamart, où il y a une balle qui lui est passée là, quand même, à 1 millimètre, je veux dire, de la part des tueurs de l'Algérie française. Et là, on a à peine commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, parce que si c'était que ça, mais en fait, le nombre de renversements qui s'opèrent à partir de cette coupure, quoi, en gros, début des années 70, c'est à ce moment-là, justement, que la référence sociale lutte des classes va s'éloigner au profit des luttes sociétales. Et là, c'est de chacun contre tous, ou contre tout. C'est la région contre la nation, c'est Occitanie libre. Et je prends un petit exemple qui m'a été signalé par un jeune ex-coloc qui est breton, et très attaché à sa Bretagne, mais qui vote au Front de Gauche, je veux dire, et qui me disait, lorsqu'il y avait deux entreprises à Carré, qui est au centre de la Bretagne, deux entreprises qui faisaient les 3/4 de l'emploi à elles seules, c'était l'hôpital et la gare. Les deux sont supprimés à l'heure où je vous parle, je vous le dis tout de suite. Et il y a eu des combats énormes. Or, le maire de Carré, apparenté socialiste, vous voyez, pour vous situer, apparenté socialiste, divers modéré, comme on disait à l'époque, le maire de Carré écrit dans un article fulminant « Paris dépouille la Bretagne ». Ça date de 68, ça. Comme si on supprimait des hôpitaux et qu'on fermait des usines qu'en Bretagne, au lieu de dire, tu vois, le capital torpille le travail, on va chercher des trucs identitaires tout de suite. C'est du poison, ça.
J'ai l'air d'être sérieux parce que oui, en Irak, ça fait des dizaines de milliers de morts à l'heure où je parle, ça, cette histoire de chiites, sunnites, et que les uns, vous comprenez, c'est les Ariens, c'est les Iraniens et des Turcs, mais les autres, c'est les Arabes, il y a toujours eu un problème. On fait croire tout d'un coup, alors que ces gens-là peuvent vivre en paix pendant tout d'un coup, c'est ça le fond du problème. Ou qu'il y a une guerre entre les Russes et les Ukrainiens, vous avez entendu parler, mais j'ai jamais entendu parler d'une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Autrement, les Ukrainiens de l'Est n'existent pas, les mineurs, les mecs pas marrants, pas sexy, qui sont pas en train de mettre des petites bougies avec des couleurs par terre, payées par une boîte de com de la CIA, là, je veux dire, sur les frais de la CIA. C'est pas ça, ceux de l'Est, c'est les mineurs qui ont fait vivre le pays pendant tout longtemps, et qui sont dépouillés pratiquement qui sont parmi les plus pauvres, sont plus pauvres que les Russes, c'est pas peu dire, hein. Et qu'en plus, ils vont avoir une bonne nouvelle maintenant qu'ils vont passer dans l'Europe, c'est que le FMI a déjà décidé que le prix du gaz chez eux aura une augmentation de 50% dès juillet pour les particuliers, de 45% pour les entreprises. Voilà. C'est pour ça que Poutine joue très bien. Il sait très bien que le temps travaille pour lui, il n'a aucune raison d'intervenir, ils vont soulever tout seul. Avec le temps. Parce que dans l'état où ils sont économiques, si en plus ils ont mis en coupe réglée par le FMI et l'Union Européenne, ça va être quelque chose. Donc, 168 que ça apparaît, ces forces-là. Pour noyer le poisson, on commence par dresser les uns contre les autres. Ce qui fait... Bon, je vais faire un petit peu, peut-être, vous allez me dire, c'est un peu une caricature, mais je vous jure que ça correspond à des millions d'électeurs qui sont passés de l'extrême gauche au Front National, sur le 40. Si je suis un mineur, je prends exprès mineur, tiens, vous allez voir pourquoi, du Nord-Pas-de-Calais, pas parce que c'est une imagerie de la classe ouvrière, il y en a d'autres, donc quelqu'un du Nord. Vous avez entendu parler de la silicose, cette maladie qui faisait qu'on crevait assez jeune, surtout dans les mines, parce que la silice, c'est une maladie épouvantable. Respirer les particules minérales au fond de la mine qui se mettaient dans les poumons. Il y a eu des luttes énormes pour les gaz, les masques, pardon, les protections, etc. À l'époque, c'est historique, fin 19e, début 20e, c'est vieux. Le mot écologie n'existait pas. On disait l'exploitation. On luttait contre l'exploitation. Vous me direz alors, quelle différence, question de mots? Oui, la seule différence, c'est que le mot d'après 68, avant 68, on parle d'exploitation, donc c'est dirigé sur l'homme le problème. On protège l'homme qui est exploité par l'homme. Alors qu'à partir de ces mots-là, c'est la nature qui est en danger, quelque part. C'est pas du tout pareil. Il n'y a pas les mêmes solidarités. C'est un exemple typique de comment c'est instillé peu à peu la novlangue, quoi. Donc maintenant, je ne sais jamais quand il y a un combat, si c'est pour protéger les marais, par exemple, parce que les marais, comme vous le savez mieux que moi, sont un écosystème extrêmement complexe, et que si tu touches une grenouille, en gros, c'est l'apocalypse dans l'univers, parce que tout se tient, etc. Mais ça a un nom, ça, hein. Sûrement, on ne l'appelait pas ça. Là, je dénonce l'écologisme, pas l'écologie, mais ça s'appelle la providence, traditionnellement, en théologie, hein. Ça veut dire que la nature a lancé tout de telle sorte que chaque espèce est indispensable et qu'il ne faut rien changer, faut rien toucher. C'est quand même extraordinaire. Hein, dès que l'homme bouge, quoi, il gâche tout ce superbe ordre divin. C'est ça qu'a derrière un certain deep ecology, comme on dit aux États-Unis. Voilà, quoi. Je ne suis pas du tout sûr que le plus grand tueur de la planète, le tueur d'hommes, je pense au moustique anophèle que j'ai bien connu dans ma vie parce que j'en ai eu des crises de palu, et qui est la plus grande cause de mortalité au monde, plus que les suicides, plus que les accidents de la route et plus que le sida, et pourtant c'est le sida en tue en Afrique. Ce fléau est inoculé par un moustique garanti bio, comme je disais tout à l'heure, hein, je veux dire, c'est pas des valeurs en soi, quoi, je veux dire, ça dépend. Voilà, moi je suis plus écologiste qu'aucun, mais à titre égoïste, pour nous, pour notre plaisir, pas pour je ne sais quel ordre naturel qui n'existe que dans la tête de ceux qui sont privilégiés. La Terre n'est pas plus déséquilibrée quand elle était couverte de volcans et que personne ne pouvait respirer, même pas un verre de terre, ça existait cette époque-là, que maintenant. Ça ne veut rien dire son équilibre, elle est morale. Comment voulez-vous que la nature soit morale? N'importe quoi. Bref, ça ne veut rien dire équilibre, sauf à équilibre mesuré sur un plateau de la balance Robert-Val. Donc c'est par rapport à une mesure qui vient de nous qu'il y a équilibre ou pas, quoi. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument s'occuper de tout ce qui est nuisible pour nous, pour la vie, pour tout ça. Ouais, c'est déjà plus relatif, ce qui est tout à fait différent. Et non pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est indispensable au vivant. Je rappelle que quand même le vivant est marginal dans l'univers, hein. Cherchez-moi une planète où il y a des gens, où il y a des êtres vivants, on serait bien content. Il y en a certainement en probabilité, en théorie des grands nombres, mais enfin, c'est pas la règle apparemment, quoi. La plupart de ce qu'on voit comme nébuleuse et tout, c'est quand même de la matière inerte et la vie. Enfin, parce que de plus en plus, et dans le discours biologique, le vivant et la nature sont liés. Nature égale vert égale bio. Mais non, le biologique, c'est exceptionnel dans l'ordre naturel. Je rappelle, c'est d'abord du physico-chimique, la nature. Et surtout, la nature est la première usine nucléaire du monde.
J'ai oublié. Le Soleil, c'est une gigantesque usine nucléaire qui n'arrête pas, comme chaque étoile, fondre le tritium lourd, je ne sais pas quoi, c'est pas ma spécialité. Donc, je rappelle ça. Or, c'est en 68, au moment où nous étions arrêtés, que se font tous ces renversements. L'homme contre la femme, le jeune contre le vieux, le quadra qui prend les postes pour le jeune. Hein, parce qu'en en période de pénurie, tout le monde se dispute contre tout le monde. Forcément, on met les gens en concurrence les uns avec les autres. Ça me fait penser à ces mares en Afrique, quand approche la saison sèche, où il reste 10 crocos sur une mare grande comme la pièce là. Évidemment, ça fait de la baston dans la mare. Et donc c'est voulu ça. Hein. Et surtout, on commence à s'acharner sur tout ce qui sont les cibles de l'OTAN. Moi, c'est ça qui me frappe. Un consensus commence à se dégager. Je veux dire par là que on n'a pas eu l'idée tout d'un coup de diminuer la production parce qu'il y avait des nuisances et des pollutions. C'est l'inverse. C'est parce que la production avait commencé à baisser que le discours écologique est intervenu au bon moment pour le justifier. On ne vous embauche plus, les mecs. On est en surproduction, ça ne nous intéresse pas d'embaucher. Donc ça m'arrange qu'il y ait un discours antiproductiviste. Et là, je vous révèle un des grands secrets d'aujourd'hui, parce que la plupart des écolos se battent contre le productivisme. Hein. C'est cohérent. Et voilà, je dis, mais le premier antiproductiviste, c'est le capital d'aujourd'hui, hein, pas celui qui a fait les chemins de fer, mais le capital financier. Il fait la grève, la seule grève que je condamne, et depuis toujours et violemment, c'est la grève de l'investissement. Ça fait 30 ans que le capital n'investit pas. Ça, c'est des grands secrets. Ça se dit jamais, enfin, des grands secrets. Je ne suis pas à la théorie du complot. C'est mesurable, c'est valable dans toutes les. Il y a des tas de dossiers là-dessus. Mais il n'y a plus d'investissement. Et effectivement, parce que investir, ce serait quoi? Refaire des usines, embaucher des mecs qui vont nous faire de la CGT et des communistes, où ce cauchemar va revenir, alors qu'on a foutu les usines en Tchéquie, en Chine, c'est bon, on est tranquille maintenant. Maintenant, on n'a que nous, on a les espaces verts, je caricature un peu, hein, et la production sera ailleurs, et ici, on n'aura que la consommation. C'est ça le but du jeu. Il ne faut pas être complice de ça. C'est monstrueux quelque part. D'abord parce qu'ils ne sont pas d'accord, les mecs de l'autre côté. Hein. Parce que les Chinois aussi, il y a eu 40% d'augmentation. En Roumanie, là, l'usine qui fait Dacia, là, les Renault, là, ils ont eu 40% en une seule grève, donc ça ne marche pas toujours leur truc. Hein. Et donc après, il faut chercher encore le pays de moins en moins cher. Maintenant, il paraît que c'est le Vietnam qui est le plus grand producteur de CD vierges de toute la planète, qui sous-traite pour des usines chinoises ou japonaises. C'est le Vietnam. Voilà. Donc, je veux dire, mettre en concurrence, moi qui ai passé ma vie dans ce qu'on appelait le tiers-monde à une époque, comme s'il y en avait deux avant et qu'il y en avait un troisième, quelque part, c'est effrayant, quelque part, un système qui dit tant que vous ne serez pas payés comme des Bengalis, ben, c'est que vous coûtez trop cher et que vous êtes de sales consommateurs parasites et cyniques, qui ne souciez pas du lendemain de vos enfants et de la planète. Bon, je veux bien, hein. C'est quand même terrible, comme culpabilisation. Quoi. Tout ça parce que quoi? Parce que je consomme. Voilà. Donc, c'est Gluskar, dans une solitude énorme. Maintenant, ça commence à devenir, pas évident ce que je dis, mais ça commence à se voir avec la crise, le chômage, je commence à voir que, oh, donne-moi un emploi, on verra après les autres problèmes. On revient aux vraies urgences. Tandis qu'à l'époque où il écrivait, il était dans une solitude totale. Le processus commençait à peine à s'amorcer. Et donc, il a beaucoup souffert, effectivement, comme il vient d'un milieu très populaire et que déjà, pour lui arriver à l'université, il était mignon, le pauvre. Il disait à un moment donné, il est né en 25, et donc il est quand même beaucoup plus âgé que moi. Il disait sur ma tome, je veux qu'on écrive si j'ai Michel Gluskar, professeur d'université. Quelque part, pour lui, ce parcours qui amène le petit chose, comme il disait, jusqu'à enseigner à Poitiers à la fac, c'était, malgré tous les obstacles qu'il avait rencontrés, c'était quelque chose d'héroïque. Il avait un côté un peu picaresque. Un peu comme Don Quichotte, quoi. Moi, j'aime bien ce côté-là chez lui. Des emportements. Voilà. Mais le sérieux de la publication qui fait à ce moment-là, Néofascisme, idéologie du désir, vise très spécialement le discours de Deleuze. Oui. Moi, je ne suis pas dogmatique. Il y a une phrase de Deleuze que j'aime beaucoup et que je répète souvent, c'est il n'y a rien de plus terrible que d'être la proie du rêve de l'autre. Ça, il a bien vu un truc là, Gilles. Mais sinon, dans l'ensemble, Deleuze est un des piliers de cette contre-révolution qui se met à ce moment-là en place. Il faut en finir avec le marxisme, il faut en finir avec la psychanalyse. Hein, ça commence par l'anti-Oedipe, Deleuze. Ça commence comme ça. Hein. C'est-à-dire toutes les pensées juives, soyez pas passant, de la détermination. Les pensées qui disent mon rapport à moi-même n'est pas si transparent que ça. Je suis déterminé par mes déterminations sexuelles, de classe, peu importe, selon qu'on est marxiste, etc. Mais non, c'est la révolte contre tout ça. Moi c'est moi. Bon, on fait une tautologie. Et donc, on va en sens inverse du résultat auquel était arrivé au prix de quelle difficulté Rimbaud à la fin de la saison en enfer. Quoi.
où il dit qu'il faut être absolument moderne, tenir le Pagani. Et donc, pardon de faire ce parenthèse un peu, pas, je dirais pas sentimentale, mais humaine, quoi, sur la solitude de Gluskar. C'est pour ça maintenant, quand je vois les tirages, et bon, il n'est plus là pour voir ça, mais quelque part, bien sûr, c'est quelquefois sur un mode trouble, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont voter Le Pen ou machin, ou qui ont fréquenté Soral et qui ont entendu parler de Gluskar que sur un blog à Soral. Alors évidemment, je, je rappelle au passage tout de même que lorsque Soral est entré en contact avec un Gluskar qui avait déjà Parkinson et qui n'en pouvait plus, il était encore à l'extrême gauche. Soral, il avait publié aucun de ses obsessions identitaires qu'on a vu depuis. Et Gluskar, trop fatigué déjà, lui a dit allez voir Pagani, c'est comme ça que j'étais en contact avec Soral. Allez voir Pagani, il connaît mon œuvre, il vous expliquera, moi je suis trop fatigué. Voilà. Mais quel parcours, quoi. Je veux dire, quelque part, prendre la plume en 68 à contre-courant complètement. Je veux dire, de l'évolution qui se faisait à ce moment-là, pour écrire ce bouquin qui dit attention, un fascisme est en train d'en cacher un autre, et ça c'est très actuel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas dangereux, Le Pen, loin de là, hein, qu'elle n'est pas dangereuse. Mais je dis simplement que, d'ailleurs, le papa, c'est intéressant, le conflit simulé ou vrai, peu importe pour l'instant, qui est actuellement, le papa a toujours été hyper atlantiste, pro-américain, engueulant De Gaulle de faire le discours de Phnom Penh, trahissant la guerre du Vietnam. Il était pro-Bruxelles, que De Gaulle, de quel droit il aurait fait la politique de la chaise vide, il refuse d'entrer l'Angleterre, des Blancs, quoi, dans le marché commun, etc. Il faut rappeler, c'était exactement l'inverse, c'est fort comme le retournement politique. Hein. Maintenant, Marine, elle a même proposé de nationaliser Alstom en partie. La plus communiste qu'elle, tu meurs bientôt, quoi. D'accord. Alors que son père est parti en guerre contre la nationalisation, il te mettait devant un peloton d'exécution, le père Le Pen, quoi. C'était quand même l'homme du privé. Donc, ce qu'il a vu là, c'est un des grands secrets de notre époque, Gluskar. C'est pour ça que je suis content que tu aies cité ce titre, spécialement celui-là, Néofascisme, idéologie du désir, parce qu'il montre très bien que c'est à partir de cette fausse présentation du désir, d'après Deleuze, le désir est créateur. Et quoi encore, comme les autres extractions du terme? C'est fantastique, le mec qui consomme, il est créateur, il faut le faire. Pendant ce temps que celui qui se casse le cul dans une usine, quoi, il est parasite sans doute, ou il est stalinien et dépassé. Donc je reprends mon image, je suis mineur dans le Nord, Pas-de-Calais, j'ai une femme, mettons, qui a 15 ans de moins que moi, vous allez voir pourquoi après, ça m'arrange pour la démonstration, ça arrive, oui, et ça arrive, hein. Et ce mec-là, au fur et à mesure sur ses 40 ans, il a perdu. On a fermé les mines dans le Nord, assez tôt. Les charbonnages du Nord, d'abord, c'était privatisé. Après, ça a été fermé carrément. On expliquait aux gens que l'acier, c'est fini. Ou alors, il faut le faire sur l'eau. Il faut la fosse sur mer. Alors, tu dis à un Lorrain qui a passé sa vie là, qui est né là, qui est en Lorraine, bah là, oui, il faut être souple, il faut s'adapter, il faut bouger, faire comme les Américains. Eux, ils sont pas liés, comme chez nous, à un terroir. Il faut aller à fosse sur mer. Maintenant, il n'y a plus ni fosse sur mer, ni les charbonnages de France. Comme ça, tout le monde est d'accord. Enfin, il n'y a plus les laminages à froid, comme on dit pour les... Et donc, je me mets à la place de ce mec-là. En plus, ma femme me quitte parce qu'elle commence à avoir des copines dont une a une fille à la fac qui a dit mais ton mari il est macho et ça va pas, il te dit de faire la vaisselle, non mais ça va pas du tout. Tu sais, comme on ironise sur le marché, alors j'ai dit à Claudine, fais les valises, tu vois, mes émissions ne sont pas au hasard, etc. Bref, je suis inutile, je suis contre-productif, j'ai plus de boulot. Ma femme me plante pour un animateur de la maison des jeunes ou je sais pas quoi, donc je vais dire, ou pour un producteur de cinéma, réalisateur, pardon. Donc quelque part, je veux dire, c'est Gluskar qui résonne là. Le mec qui avait voté PC toute sa vie finit par voter Le Pen. Parce qu'il n'a pas, il n'a pas fait, il n'a pas lu Gluskar, il n'a pas allé à l'université, il n'a pas des défenses, il en a marre, le mec, il craque. J'ai un peu simplifié et caricaturé, mais reconnaissez qu'il y a beaucoup de destins dans la France profonde qui ont suivi ce schéma-là. On les aura tout pris au type. C'est pour ça qu'il faut combattre à fond le Front National et absolument pas s'aliéner l'électorat du Front National. Un sondage récemment, j'ai vu, il y a 51% de cet électorat qui n'ont rien à en foutre des problèmes de l'immigration, c'est pas leur problème. Le problème, c'est le chômage, par exemple. C'est beaucoup plus... Donc voilà, c'est compliqué la période qu'on vient. Marine l'a très bien compris. C'est pour ça qu'elle dit à son père, c'est pas le moment, ferme ta gueule. On a mis déjà du temps à nous crédibiliser comme étant... plus à gauche que moi tu meurs bientôt. Mais le drapeau bleu, blanc, rouge des chats, là, c'est pas extrême droite du tout.
Moi, je me rappelle des manifs de Tixé-Vignancourt, où, je sais pas, c'était les avocats des gens de l'Ouest, tu vois, c'est les patrons de l'extrême droite, juste avant que Jean-Marie Le Pen fasse une OPA là-dessus, c'était le drapeau à fleur de lys. Oui. Avec le Sacré-Cœur de Jésus, tu as peut-être vu ça chez les intégristes qui font encore ça, Saint-Nicolas du Chardonnay, là. C'était ça, le bleu, blanc, rouge, comment? La gueuse. La révolution, la démocratie, c'est la gueuse, comme on dit dans le milieu de droite. Qu'est-ce que ça vient faire là, avec le rouge, en plus le rouge, Robespierre, de la guillotine. Et maintenant, bleu, blanc, rouge, on dit c'est le péniste. C'est fort, hein. Et en plus, il y a du France bashing dans tous les pays les plus réactionnaires, pardon, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis. Tout le malheur vient, nos problèmes viennent du modèle français. C'est extraordinaire, je croyais que la plus grande crise qu'on vit actuellement venait des subprimes, du système américain, de non-contrôle, de laxisme financier. Mais non, on va dire que c'est la faute à EDF et SNCF, tout ça. C'est monstre qu'on a hérité à la libération, il faut liquider tout ça. Bref, comme disait Cohn-Bendit, il faut en finir avec le gaulo-communisme.